Je vais maintenant attaquer la deuxième partie de ce topo consacré aux actualités dans le lupus cutané. Cette deuxième partie sera beaucoup plus thérapeutique avec une description de la façon d'évaluer l'atteinte cutanée dans le lupus et puis toute la prise en charge thérapeutique qui va de la prévention au traitement qu'on utilise actuellement et puis quelques mots assez rapides de futurs traitements qu'on utilisera à l'avenir ou qui sont prometteurs, en tout cas on l'espère. Donc quelque chose d'important avec les scores généraux utilisés dans le lupus comme les scores SLEDAI ou les scores BILAG ne sont absolument pas adaptés à l'évaluation de l'atteinte cutanée car ne sont pas capables d'évaluer de façon précise la réponse partielle et l'évolution. Et donc un score cutané développé spécifiquement pour l'évaluation de l'atteinte cutanée a été développé en 2005, le CLASI, qui permet d'évaluer à la fois l'activité de la maladie et les scores de séquelles de cette pathologie. Donc ce qu'on utilise pour les essais thérapeutiques, c'est surtout les items d'activité qui évaluent à la fois l'érythème qui est coté de 0 à 3 et les squames cotés de 0 à 2 sur lesquels on code différentes parties du corps et puis avec une cotation particulière pour l'alopécie. Ce score a été démontré comme le fait qu'une amélioration de 4 points ou 20% était considérée comme une réponse minimale et il est généralement accepté maintenant que l'amélioration de 50% est considérée comme une réponse partielle tout à fait acceptable et c'est utilisé dans les critères des études thérapeutiques actuelles. Le CLASI permet également de classer la sévérité des patients entre 0 et 9 des lupus avec une activité faible, une activité modérée entre 10 et 20, une activité sévère pour des CLASI supérieures à 21. L'année dernière, une étude a évalué la corrélation entre l'amélioration de la qualité de vie et celle du score CLASI et dans cette étude de 126 patients, on retrouvait une bonne corrélation entre le CLASI et le score Skindex 29 qui est un score de qualité de vie avec 3 items spécifiques au lupus qui étaient également corrélés dans cette étude et cette étude montrait qu'une amélioration de 40 à 50% du score CLASI chez des patients avec plus de 8 de score à baseline était statistiquement associée à une amélioration de la qualité de vie chez les patients, ce qui confirme ce seuil de 50% utilisé dans la plupart des études. Quelques mots de prévention. On sait et on dit aux patients lupiques qu'il est important de se prévenir du soleil en raison d'un terme de photosensibilité. Alors ce concept de photosensibilité est difficile à définir. La photosensibilité clinique est définie comme le fait d'avoir une réaction anormale à la lumière du soleil, mais distingue probablement différentes entités, des poussées réelles de lupus cutané, des maladies comme les lucites ou éventuellement même des poussées systémiques de la pathologie. Et il n'y a pas de critères validés pour évaluer ces différents items. On peut parler de photosensibilité reproduite avec des méthodes d'irradiation, avec des mesures qui sont standardisées, d'UVA et d'UVB, qui permettent de mesurer la photosensibilité, mais globalement, ceci n'est pas fait en pratique courante. Ce qui est important, c'est que les lupus cutanés les plus photosensibles sont le lupus subaigu et le lupus tumidus, alors qu'à l'inverse, les lupus chroniques, en particulier discoïdes et la paniculite lupique, semblent moins photosensibles et peut-être qu'il faut moins insister sur les mesures de photosensibilité chez les patients chez qui on n'a pas l'impression qu'il y a d'aggravation après l'exposition au soleil. Alors, est-ce que la photoprotection est utile dans le lupus ? En fait, ça n'a jamais été démontré réellement dans la vraie vie. Néanmoins, des études ont montré que chez des patients avec lupus prouvés histologiquement, l'application de crème solaire prévenait l'apparition de lésions après photoexposition standardisée, que ce soit avec des filtres chimiques ou minéraux ou des filtres chimiques classiques. Et il est donc, oui, la photoprotection peut être efficace. Voilà ici sur une photo typique d'une patiente qui vous dit mettre une photoprotection de manière adéquate et qui présente des marques de bronzage manifestes et en dessous des lésions de lupus subaigu actives et donc cette patiente a typiquement une photoprotection insuffisante. Alors qu'est-ce que la photoprotection idéale ? Ce qu'il faut en gros, c'est dire aux patients qu'ils doivent se considérer, moi je leur dis qu'ils doivent se considérer comme un petit enfant, c'est-à-dire qu'ils doivent éviter l'exposition solaire entre 11h et 15h ou entre midi et 16h, mettre si possible un chapeau, des lunettes de soleil et mettre de la crème solaire. Alors théoriquement qu'il faut mettre 20 minutes avant l'exposition solaire et à répéter toutes les 2 heures.
En pratique, c'est extrêmement difficile pour les patients. Néanmoins, voilà ce qu'il faut dire. Et la supplémentation en vitamine D dont on va parler. Je pense qu'il est également important pour les patients qui ne sont pas très photosensibles de manière clinique de leur dire que cette photoprotection doit rester compatible avec une vie normale. Je vous parlais de vitamine D, il n'y a pas de données dans le lupus extrêmement claires. Néanmoins, il y a un bel essai contrôlé randomisé dans la population générale qui avait montré qu'une supplémentation en vitamine D en UV dose permettait de prévenir la survenue d'érythème après exposition à des doses croissantes d'UV, et en particulier que cette vitamine D, chez les patients qui avaient reçu de la vitamine D, on notait une activation des gènes de la réparation tissulaire et une inhibition des gènes de l'inflammation, alors que c'était plutôt l'inverse chez les patients qui avaient pris un placebo. Et donc, on recommande une prévention, une supplémentation en vitamine D, ce qui est déjà le cas au cours du lupus. On conseille également d'arrêter le tabagisme. Il y a plusieurs facteurs qui justifient ça en dehors, en plus des effets nocifs du tabac dans la population générale. On sait que les patients qui fument sont plus graves au terme d'activité du lupus. Ils sont généralement résistants aux antipaludéens de synthèse, comme on l'avait montré dans cette méta-analyse. Et d'autres études, en particulier suédoises, suggèrent que les malades fumeurs résistent davantage au belimumab. Et c'est la même chose pour le Revlimid, dont on parlera juste après. Parlons maintenant de médicaments inducteurs. J'en parlais un petit peu avant. Les lupus subaigus sont probablement jusqu'à dans 30% des cas induits par des médicaments. Il est important de le rechercher. Les prises médicamenteuses, non pas dans les quelques semaines, mais dans les quelques semaines à quelques mois, car certains médicaments sont associés à la survenue de ces médicaments et que l'arrêt du médicament est généralement efficace. Dans cette étude de 2012, vous voyez que la terbinafine était très très loin le médicament le plus inducteur, suivi par les anti-TNF-alpha. Une étude récente publiée cette année dans Autoimmunity Review a regardé sur la base mondiale de pharmacovigilance les cas de lupus cutané induit médicamenteux. Cette étude a permis d'identifier 94 médicaments avec un score de pharmacovigilance lycée 0,25 supérieur à 0, donc un signal de pharmacovigilance à connaître. Et parmi ces médicaments, les médicaments les plus associés étaient la terbinafine à nouveau. Mais vous voyez que 3 inhibiteurs de la pompe à protons, le lansoprazole, l'oméprazole et le pantoprazole étaient associés. Et donc, en particulier, les IPP doivent être recherchés dans l'apparition de lupus subaigu. Une autre étude publiée l'année dernière dans ARD s'est intéressée à la survenue de lupus médicamenteux sous inhibiteur de checkpoint et a identifié en particulier sous anti-PD-1 ou anti-PD-L1 des lupus systémiques médicamenteux, parfois sévères, ce qui est rare dans les lupus induits, en particulier avec des atteintes rénales et neurologiques, et également des lupus cutanés de type subaigu typique qui présentaient des anti-SSA, et donc cette entité doit être connue en particulier chez les patients traités dans le mélanome ou dans les autres cancers chez qui ces traitements sont utilisés. Parlons maintenant de traitements topiques. Les recommandations européennes de 2017 recommandent les dermocorticoïdes et les inhibiteurs topiques de la calcinérine en première ligne des lupus cutanés de sévérité modérée, avec un essai contrôlé randomisé en 2011 du tacrolimus topique qui était positif jusqu'à J56, mais plus à J84, restant néanmoins recommandé. Néanmoins, j'insiste sur le fait de cette étude que j'aime beaucoup dans le psoriasis, donc qui n'est pas dans le lupus, où des patients étaient monitorés en aveugle, c'est-à-dire que leur tube avait un petit boîtier électronique qui mesurait que le tube s'ouvre ou pas, et donc si le malade ouvrait le tube pour s'appliquer la crème demandée. Et dans cette étude, vous voyez qu'au début du traitement, moins de 40% des patients ouvraient le tube matin et soir comme ça leur était recommandé, et après un an de suivi, moins de 10% des patients appliquer réellement les topiques, et donc je pense que c'est important d'avoir en tête que les traitements topiques sont nécessaires mais ne peuvent pas être une solution au long cours. Une étude américaine avait rapporté en 2015 qu'une préparation de tacrolimus topique à 0,3%, donc 3 fois plus fort que ce qu'on a actuellement, permettait une bonne efficacité dans l'alopécie cicatricielle avec une repousse après 3 mois chez pourtant des patients qui avaient une évolution longue et prolongée. Néanmoins, ces données n'ont pas été confirmées dans notre cohorte, mais c'est des données qu'on n'a pas publiées. Parlons maintenant des antipaludéens de synthèse, qui sont
la pierre angulaire du traitement du lupus cutané et systémique. L'hydroxychloroquine en particulier est recommandé en première ligne de traitement systémique de lupus cutané, comme dans le lupus systémique, et un essai contrôlé randomisé japonais, publié en 2016 dans Arthritis, a montré que à 16 semaines, 60% des patients étaient très fortement améliorés ou améliorés sous hydroxychloroquine, seulement 30% dans le groupe placebo, avec une différence significative, ce qui justifie l'utilisation de ce médicament au long cours dans le lupus cutané. Donc l'hydroxychloroquine ou la chloroquine sont recommandées en première ligne de traitement systémique dans les formes sévères, avec une dose d'hydroxychloroquine délivrée et non pas prescrite de 5 mg par kilo de poids réel, qui est recommandée non pas en termes d'efficacité mais pour prévenir la maculopathie. En pratique, dans le lupus cutané, on prescrit volontiers une dose standard de 400 mg par jour d'hydroxychloroquine, sauf pour les poids faibles, et on prescrit généralement la chloroquine à 200 jusqu'à 250 mg par jour. Le taux de réponse global des antipaludéens de synthèse est de l'ordre de 63%, avec des grandes différences en fonction des sous-types, et les recommandations européennes recommandent d'ajouter de la quinacrine en cas d'échec. Alors la quinacrine ou la mépacrine est un autre antipaludéen de synthèse qui est peu ou pas disponible en France, disponible éventuellement à Cochin et je crois à Lille, qui a l'intérêt d'être en ajoutant à l'hydroxychloroquine ou à la chloroquine, permet d'améliorer jusqu'à 2/3 des patients et pourrait en monothérapie avoir l'intérêt de ne pas être associé au risque de maculopathie, même si ceci n'est pas complètement démontré. Et ce médicament n'était pas disponible en France en raison d'un risque éventuellement d'aplasie médulaire. Néanmoins, sur une étude américaine publiée en 2017 dans le JAD, sur plus de 500 patients, aucun effet indésirable hématologique n'avait été noté. Il est important en revanche de savoir que si ce médicament devient plus accessible, qu'il colore en jaune la peau, et donc sur les phototypes clairs, c'est probablement pas forcément une bonne idée. Qu'est-ce qu'on fait en cas de persistance d'activité sous hydroxychloroquine? Une des options est de le doser dans le sang avec un dosage sanguin qui permet deux choses. D'une part, de discriminer les patients qui ont une non-adhésion totale définie par un seuil de 200 nanogrammes par ml, ou d'identifier ce seuil de 750 nanogrammes par ml qui est associé à la réponse thérapeutique dans le lupus cutané. Et il est possible chez des malades un peu sous-dosés d'augmenter transitoirement la dose pendant 3 mois en moyenne, ce qui permet d'améliorer généralement 70 à 80% des patients, cette situation devant être réservée aux malades qui ne sont pas traités depuis très longtemps. On peut également switcher de l'hydroxychloroquine à la chloroquine ou inversement, avec généralement en cas d'inefficacité quand même près de 50% des malades qui s'améliorent, même si généralement cette efficacité est transitoire. Néanmoins, ce qui est vraiment important, c'est que près de 2/3 des patients qui ne tolèrent pas un premier antipaludéen de synthèse vont tolérer correctement le deuxième, et il ne faut pas donc se dire qu'on ne tolère pas les antipaludéens de synthèse avant d'avoir essayé l'hydroxychloroquine ou la chloroquine. Les effets indésirables dans les antipaludéens de synthèse sont finalement assez fréquents, mais il est important de dire, en particulier dans cette étude sur 102 patients, que les patients ont peur de ce médicament, puisque parmi 91 effets déclarés, seulement 50% des effets étaient imputables à l'hydroxychloroquine, et parmi les 19 malades qui avaient arrêté l'hydroxychloroquine pour effet indésirable, seuls 8, 8 n'étaient pas imputables à ce médicament, en particulier des maculopathies. Il est donc important d'avoir ça en tête. Un effet indésirable fréquent, bien sûr, en dehors de la maculopathie, c'est les pigmentations à l'hydroxychloroquine, où je vous ai mis des photos qui donnent souvent cet aspect bleuté ardoisé sur les zones d'extension des membres, en particulier les jambes, mais qui peuvent également toucher les ongles avec un aspect de mélanonichée longitudinale, ou également toucher les muqueuses. On va passer maintenant au traitement de seconde ligne. Les recommandations européennes recommandent de choisir parmi le méthotrexate, les rétinoïdes ou la dapsone, avec une préférence pour le méthotrexate. Qu'est-ce qu'on a comme données d'efficacité sur ces traitements? Finalement, pas grand-chose, puisqu'il y a un essai contrôlé randomisé de faible effectif qui avait montré que les rétinoïdes, l'acitrétine, à forte dose, 50 mg par jour, faisait aussi bien que l'hydroxychloroquine, mais avec une moins bonne tolérance. Pour ce qui est du méthotrexate, la plus grosse étude publiée n'a inclus que 43 patients, avec certes une réponse de 98% dans cette étude, néanmoins ce qui est absolument pas ce qu'on observe nous en pratique clinique. Et puis la diazolone, la dapsone,
qui peut être intéressante en particulier, donc je vous l'ai dit, pour le lupus bulleux neutrophilique, où elle doit être utilisée en première ligne. Mais dans cette étude publiée sur 34 patients, on notait 75% de réponse dans le lupus subaigu, un peu moins dans le lupus discoïde. Voilà. Ce qui est important, c'est que la dizolone peut être utilisée chez la femme enceinte, et c'est le seul traitement de deuxième ligne utilisable chez la femme enceinte. Une étude de Luskel avait repris 1000 patients traités par différents médicaments de deuxième ligne et avait regardé en fonction des sous-types. Et vous voyez que dans cette étude, le méthotrexate fait beaucoup moins bien que ces 98%, plutôt de l'ordre de 66%, ce qui est à peu près ce qu'on observe nous en pratique clinique. Notez dans cette étude l'excellente réponse au mycophénolate mofétyle, qui n'est pas un traitement de deuxième ligne, mais peut tout à fait être discuté en troisième ligne. Et puis l'Imurel qui avait des taux de réponse satisfaisants dans cette étude, mais qui est rarement utilisé en pratique clinique en l'absence de lupus systémique associé. Un mot maintenant sur le thalidomide. Le thalidomide est recommandé en troisième ligne de traitement dans le lupus cutané dans les recommandations européennes, mais dispose en France d'une recommandation temporaire d'utilisation depuis 2015 en deuxième ligne. Sur les données d'une revue de la littérature sur plus de 500 patients et 21 études, vous voyez que le taux de réponse global au thalidomide est de l'ordre de 90%, ce qui est excellent, avec un taux de réponse complète chez plus de 66% des patients. Néanmoins, ce médicament a plusieurs désavantages, notamment de devoir être prescrit en pharmacie hospitalière uniquement. Il a des effets indésirables importants. Déjà, il est extrêmement tératogène, c'est probablement le médicament le plus tératogène, qu'il peut être associé à des neuropathies, même si ce risque est faible à nul dès qu'on arrive à la dose de 25 mg par jour, et qu'il existe un risque de thrombose, qui est relativement rare, mais représente 1 à 2% des patients, qui doit être connu. C'est pour ça que nous, chez ces malades, on débute à 50 mg par jour et non plus à 100 mg par jour comme c'était fait volontiers avant, en associant systématiquement 100 mg d'aspirine sans fort niveau de preuve, mais par analogie au myélome, en essayant d'obtenir rapidement une dose minimale efficace, généralement 50 mg un jour sur 2, un jour sur 3, ce qui permet d'éviter la survenue de neuropathie. Et dans notre pratique, c'est des médicaments qui sont extrêmement efficaces au long cours. Le lénalidomide, le Revlimid, qui est un analogue du thalidomide, a également montré d'excellents résultats dans cette pathologie, avec une étude publiée l'année dernière sur 40 patients, dont 35 en échec de thalidomide, mais principalement pour des effets indésirables, où à la dose de 5 mg par jour, on a observé une réponse de plus de 50% chez 88% des patients, et une réponse complète chez plus de près de 50% des patients, avec à nouveau le tabac qui était associé à l'échec de ce traitement. Alors quel est le profil de tolérance du lénalidomide ? En termes de neuropathie, il semblerait qu'il n'y ait peu ou pas de neuropathie aux doses où on le donne, alors que ça existe dans le myélome où les doses sont 4 à 5 fois plus élevées. Néanmoins, ce qui est important, c'est qu'on n'a jamais noté d'aggravation de neuropathie au thalidomide sous ce médicament, donc c'est une bonne alternative. En revanche, le risque de thrombose semble exister également, et donc il est important d'associer une thromboprophylaxie. Un papier de 2012 sur 5 patients avait suggéré que le lénalidomide pouvait conduire au risque d'évolution vers un lupus systémique chez un malade qui était cutané pur et qui avait évolué après 20 semaines chez un lupus systémique avec atteinte rénale. Dans cette étude de 40 patients, il y a eu des poussées de lupus systémique, mais chez des lupus systémiques connus, et un seul patient évolué vers un lupus systémique, ce qui globalement est l'ordre de l'évolution classique. Et donc à l'heure actuelle, il semblerait que le lénalidomide ne soit pas efficace sur le lupus systémique, mais extrêmement efficace uniquement sur le lupus cutané. Parlons du belimumab, le anticorps monoclonal anti-BAFF, qui est le seul médicament qui a l'AMM dans le lupus systémique. Donc on ne peut pas le prescrire dans le lupus cutané isolé classiquement. Il y a finalement assez peu de données sur l'efficacité dans le lupus cutané au premier plan. Il y avait une étude italienne sur 15 patients uniquement des aigus ou des subaigus, qui avaient montré une amélioration de l'ordre de 3 à 4 points de CLASI après un an de traitement. Néanmoins, il n'y avait pas de données sur les lupus chroniques. Et donc il y a eu une étude publiée l'année dernière dans le JAD sur 16 patients qui montrent chez ces patients une amélioration du CLASI de 50% chez 50% des malades. Néanmoins, à la fin du suivi, la majorité des patients avaient arrêté, en particulier pour rechute ou persistance d'activité.
Donc ce médicament semble être efficace chez un sous-type de patient, néanmoins peut-être moins efficace que le thalidomide et le lénalidomide. Néanmoins, ces médicaments avaient plutôt été donnés après échec de beaucoup de lignes, donc c'est difficile de conclure. Néanmoins, le belimumab peut être intéressant dans le lupus cutané. Quid de l'ustekinumab anti-IL-12, IL-23, qui avait montré une efficacité intéressante dans des petites séries de cas, et puis surtout qui avait eu un essai publié dans le Lancet qui avait montré des résultats très intéressants, puisqu'il y avait près de 60% de réponses partielles sous ustekinumab versus à peine 30% dans le groupe placebo, et avec un essai de phase 3 qui était lancé. Néanmoins, un communiqué de presse récent a annoncé que la firme arrêtait le développement de ce médicament dans le lupus systémique. Alors peut-être qu'il y aura des développements dans le lupus cutané, mais pour l'instant, il ne semblerait pas que ce soit le cas. Peut-on également cibler la restauration de l'homéostasie des lymphocytes T régulateurs dans le lupus, En effet, l'IL-2 faible dose, qui a montré des résultats intéressants dans plusieurs pathologies, a montré des résultats intéressants dans le lupus systémique dans une lettre publiée dans Nature en 2016, avec comme d'habitude dans ces traitements, une augmentation des lymphocytes T régulateurs sous traitement, avec une diminution des lymphocytes TH17 et T folliculaire helper, et au plan cutané, une amélioration des scores, en particulier des rash cutanés, mais sans évaluation dermatologique spécifique, mais également de l'alopécie. Il n'y a pas beaucoup de données dans le lupus cutané pur, néanmoins peut-être que ce fera partie de l'arsenal thérapeutique à l'avenir. Une patiente que j'ai vue à l'hôpital Saint-Antoine qui avait fait une poussée de lupus subaigu, et vous voyez que après 3 mois d'IL-2 faible dose, il y a une disparition complète des lésions de lupus subaigu sous ce traitement. Alors les anti-JAK sont des médicaments très prometteurs utilisés dans de nombreuses pathologies inflammatoires et peu de données dans le lupus cutané. Un case report d'une efficacité du ruxolitinib en 2016 qui était le premier cas rapporté, mais d'un lupus satellite d'une myélofibrose. Mais le baricitinib a récemment été publié en essai de phase 2 dans le Lancet, avec à la dose de 4 mg par jour une efficacité sur le score du SLEDAI 2K cutané versus placebo, donc laissant suggérer une efficacité sur l'atteinte cutanée. Néanmoins, des données qui doivent être prises avec précaution, puisque dans cette étude, si vous regardez les scores d'amélioration du CLASI, le score dont je vous ai parlé qui permet d'évaluation de l'atteinte cutanée, le placebo faisait mieux que la dose de 2 mg et tendait à faire mieux que le baricitinib. Donc je ne suis pas certain qu'on puisse conclure que le baricitinib, en l'état actuel des connaissances, soit efficace, et il faudra attendre les résultats des essais de phase 3 pour conclure sur ce médicament. On va parler maintenant des médicaments qui ciblent l'interféron, en particulier l'anifrolumab, qui est un anticorps monoclonal antirécepteur de l'interféron de type 1, qui avait montré des résultats prometteurs dans un essai de phase 2, avec plus de 70% d'amélioration du CLASI 50 à la semaine 24 et la semaine 52. Il y a eu 2 essais de phase 3 qui ont été publiés en 2019 et 2020. D'abord TULIP 1, qui était négatif sur son critère de jugement principal, mais qui montrait, comme vous pouvez le voir, des résultats intéressants sur le score de CLASI, à la limite de la significativité, puisqu'il y avait 42% d'amélioration dans le groupe anifrolumab versus 25% dans le groupe placebo. Et puis l'étude TULIP 2, qui a été publiée dans le New England, dont vous avez forcément entendu parler, qui était positif sur son critère de jugement principal et qui était également positif sur l'amélioration des scores d'atteinte cutanée de façon significative, et donc laisse suggérer que l'anifrolumab sera un traitement prometteur des atteintes cutanées des lupus systémiques. Néanmoins, il n'y a pas de données de sous-type de lupus cutané. Enfin, une option qui est très prometteuse est celle, toujours en ciblant la voie de l'interféron, d'inhiber les cellules dendritiques plasmacytoïdes, qui sont ces cellules qui produisent une grande majorité d'interférons de type 1. Et ici, les résultats d'un essai de phase 1 publié dans JCI en 2019 qui montrait qu'un anticorps monoclonal anti-BDCA2, qui permet de la destruction des PDC par ADCC, montrait des résultats prometteurs, en particulier donc une disparition des PDC, une diminution de l'insignature interféron et une réponse
chez plusieurs patients. Et puis une étude pas encore publiée mais avec déjà rapportée en poster à l'ACR l'année dernière qui, sur 132 patients, montrait une amélioration du CLASI 50 dans des lupus cutanés discoïdes ou subaigus de façon très supérieure à un placebo, quelles que soient les doses utilisées. Et ce médicament va démarrer une phase 3 spécifiquement dans le lupus cutané, probablement à la fin de l'année, avec donc des résultats qu'on espère prometteurs. Voilà, j'en ai fini pour cette partie thérapeutique avec cette diapo de conclusion qui résume un petit peu le schéma thérapeutique qu'on peut faire dans la prise en charge des lupus cutanés actifs. Je vous remercie de votre attention.